d'être exposés aux choses. Nous avons besoin que les policiers, les forces de l'ordre, les utilisateurs soient exposés parce que tout cela, leurs capacités doivent être renforcées. Mais sur le chemin critique, si on n'a pas suffisamment de gens techniques qui peuvent maintenir le fonctionnement et les meilleures pratiques du système, vous êtes morts. Pourtant, nous rêvons et nous nous battons pour la sécurité et la paix dans le cyberespace. Peu importe ce que nous faisons, il faut mettre l'accent sur la construction et le renforcement des capacités techniques fondamentales. Pour votre information, je suis le président du comité de mise en œuvre de l'organisation pour la sécurité dans le cyberespace pour le Ghana. Donc, je suis le point focal pour la gestion de la cybercriminalité et la cybersécurité au Ghana. Pour certains d'entre vous, je ne vous ai pas revu depuis longtemps. Et je voudrais saisir l'opportunité pour vous remercier pour vos contributions à ma distinction en tant qu'expert dans le domaine de l'informatique. Et je suis très heureux de voir le partenariat que vous avez développé dans ce forum. Et je voudrais vous souhaiter de rester terre et d'avancer au niveau où l'Afrique aura un environnement, un cyberespace sécurisé pour le développement économique. Je vous remercie donc et j'espère que vous allez écouter le coordinateur sur les accomplissements d'Africa CERT. Merci beaucoup. Thank you, Doc. Merci, docteur. Pour vous donner une idée sur docteur, l'homme qui vient de parler, il est connu comme le père de l'Internet en Afrique. Il était l'un de ceux, il a été l'un des récipiendaires du prix John Howard en 2007. Il est un pionnier du développement et de l'expansion de l'Internet en Afrique depuis 2 décennies. Il a établi certaines des premières connexions Internet en Afrique. Il a contribué à la mise en place d'organisations africaines clés. Et il est aussi l'un des président fondateur d'Afrique. Il est co-président d'Africa CERT avec Pierre Gangenu comme président. Pierre Gangenu est le vice-président Afrique pour l'ICANN et il a été récemment choisi comme l'un des présidents des domaines de travail clés au niveau de l'ICANN. Il est titulaire d'un PhD en informatique obtenu en 1997 à l'Université d'État de New York. Il a été le premier Africain à servir au conseil d'administration de l'ICANN. Et il a été le premier à être le directeur Afrique pour l'ICANN de 2000 à 2003. Dr. Kwano était aussi un membre du secrétariat du comité consultatif des Nations Unies sur les TIC. Il fait partie de la task force de l'Union africaine et il fait aussi la même chose pour le Ghana. En 2007, comme je l'ai dit auparavant, la société Internet Society, lui a décerné le prix John Howard pour son travail de pionnier en matière d'Internet en Afrique. Il est aussi membre de l'IGF, du comité consultatif multi-acteurs de l'IGF. Merci, Doc. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Alors, pour poursuivre avec ce que Doc vient de dire concernant ce que nous avons réalisé. Quand nous avons commencé à
mettre en place AfricaCert, nous avons défini 4 domaines de travail: la sensibilisation, le renforcement des capacités, la coopération transfrontalière et la mise en place d'un cadre légal dans le continent. Et cet après-midi, vous allez entendre des présentations des forces de l'ordre et d'un point de vue légal. Comme succès, comme réalisation, nous avons lancé notre fonctionnement. Donc, l'organisation est enregistrée, immatriculée au Ghana. L'équipe de gestion de projet est au travail. Nous avons achevé notre plan d'affaires. Nous faisons la promotion au niveau régional avec au niveau des pays de l'Afrique et aussi au niveau international. Nous avons commencé le renforcement des capacités et le programme éducatif et nous avons établi des partenariats stratégiques. Et vous allez en entendre davantage dans les présentations à venir. Alors, en termes de capacité, de renforcement de capacité de sensibilisation, nous avons à présent des tutoriels sur des sujets avancés, sur le botnet par exemple, 2 fois par an sur les réponses aux incidents, etc. En mai-juin également, nous avons des rencontres back-to-back avec le sommet africain de l'Internet. Nous avons développé également à travers notre réseau de partenaires, nous tenons des formations sur les équipes de réponse aux incidents et sur les politiques de réponse aux incidents, encore une fois 2 fois à l'an. Et cela est fait en partenariat avec l'équipe d'Asie-Pacifique. Donc vous avez ici dans le panel, vous avez Paki qui nous vient de JPCERT et vous avez aussi comme membre du panel Gemma qui vient de Kisa. Alors, ils vous donneront davantage d'informations. Vous avez Jinson là-bas qui vient de Corée CERT, et Thomas qui vient de CERT en Estonie, qui est au centre de la salle. Alors, nous avons tenu une formation intensive de 3 jours et 1 jour sur les opérations et 1 jour sur les analyses. Nous avons les journées de la cybersécurité d'Afrique CERT 2 fois par an et en mai 2002, nous avons lancé le réseau d'éducation, l'initiative éducation et renforcement des capacités. En termes de coopération, nous avons les liaisons avec le continent africain et le reste du monde. Nous sommes en liaison avec FIRST. Nous servons de liaison avec FIRST, qui est le forum de réponse aux incidents de sécurité. C'est l'équipe. Et FIRST se tient avec nous, travaille avec nous pour le renforcement des capacités et sert de sponsor aux équipes africaines. Et vous allez en entendre parler davantage plus tard. Nous avons un protocole d'accord avec des organisations de la communauté islamique. Nous servons également de liaison. Nous coordonnons et nous coordonnons les réponses aux incidents. Nous recevons aussi des alertes de services de renseignement d'autres sortes. Nous avons une communauté d'agents de force de l'ordre. Nous les avons engagés, en fait, et nous engageons aussi des organisations africaines. Nous soulignons le besoin de discuter des aspects légaux, engager des discussions avec les décideurs, avec la communauté des forces de l'ordre et initier également la création de groupes de travail chargés de différentes questions. Alors,
les perspectives, les projets à venir, le travail à venir, renforcer les opérations. Nous aurons une présentation par Spaki sur l'un des aspects, améliorer le modèle de souscription des membres. Vous allez voir un modèle aujourd'hui concernant ce que l'équipe CERT qui travaille sur les questions de souscription des membres a pu produire. Nous renforçons nos efforts de renforcement de capacités et nous identifions des partenaires pour adresser un certain nombre de questions. Et nous collaborons avec les organisations, l'Organisation africaine pour la gouvernance Internet. Et il y aura des présentations du plan commun des registres africains. Merci beaucoup. Nous allons passer à Gemma, qui va nous donner une présentation, qui va nous faire une présentation sur KISA. Et nous voudrions, vu que nous avons commencé un peu tard, prendre les questions à la fin de toutes les présentations. Alors, Gemma, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, mon nom est Gemma, je viens de Corée et je fais partie de l'Agence de sécurité Internet. C'est un honneur d'avoir l'opportunité de présenter mon organisation KISA aujourd'hui. KISA est une organisation gouvernementale sous la tutelle du ministère de la Santé et de la Planification. Le gouvernement coréen est engagé dans le secteur de TIC et KISA reflète cet engagement. KISA a 3 missions essentielles. L'une est de promouvoir l'utilisation de l'Internet et la deuxième, c'est d'assurer la sécurité de l'Internet. Et la troisième mission, c'est la coopération internationale. Ceci est l'historique de KISA. Il y a trois organisations gouvernementales, 3 agences sous le ministère. Et ces 3 organisations ont été fusionnées en 2009 en une seule. Cette diapo montre la structure organisationnelle. Sous le président maintenant, nous avons 5 groupes et nous avons 10 départements et 46 équipes à présent. Nous avons autour de 600 employés à KISA et des gens impliqués dans la gestion de la sécurité. Notre objectif pour 2013, notre chiffre d'affaires est à plus de 35 millions de dollars américains, financés par 135 millions de dollars américains financés par le gouvernement coréen. Je vais présenter les principales activités de KISA. Cette diapo présente les relations entre les secteurs publics et privés dans le secteur de la sécurité des informations. Le ministère de la Défense et du Renseignement est impliqué.
La police nationale également est impliquée dans la structure au niveau du public. Dans le secteur privé, nous travaillons avec les opérateurs télécoms, les fournisseurs d'accès à Internet et les compagnies d'information de sécurité. Nous travaillons également avec les organisations internationales telles que FIRST, APCERT et des sociétés des multinationales comme Symantec et McAfee. Nous partageons des analyses et des informations et des recherches. Concernant la prévention et la réponse aux incidents de sécurité, nous avons un centre de suivi, de surveillance qui travaille 24 heures par semaine, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Et quand il y a des incidents, les informations sont collectées en temps réel et sont analysées et des orientations sont données quant aux réponses à donner à chaque incident. Nous travaillons également avec les PME. Les PME n'ont pas les ressources pour se protéger, pour protéger leur système. Ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas le budget, donc nous les soutenons. Nous faisons la promotion des services TIC à l'étranger. La première mission, c'est de promouvoir les services TIC à l'étranger. Nous aidons les entreprises à étendre leur marché au-delà des frontières de la Corée. Et la deuxième mission, c'est que nous soutenons des formations, des programmes de formation. Donc, nous appelons cela le réseau des leaders coréens dans le domaine de TIC. Ce programme de formation concerne les fonctionnaires des pays en développement. Et nous invitons les officiels des gouvernements étrangers, des pays en développement, et nous partageons l'expérience coréenne avec eux, sud-coréenne. Nous avons déjà invité plus de 40 000 dirigeants de près d'une quarantaine de pays du monde. Et nous avons environ 20 cours par an dans les domaines de la diffusion de la communication. Et nous voudrions aussi participer activement aux activités des organisations en matière d'Internet. Et nous voulons des leaders dans la conversation. Nous avons eu une conférence sur le cyberespace cette année en octobre. Nous aurons aussi l'année prochaine, nous aurons aussi notre réunion. Si vous avez l'opportunité, nous vous invitons à ces événements en Corée. C'est la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Njema. Merci, Njema. Cette année, AfricaCert a pu participer également à l'un de vos événements en Corée. Merci beaucoup pour cela. Je voudrais inviter Sparky, qui vient de JP-CERT. Good morning, ladies. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Sparky, je viens de JP-CERT. Très bien. Mon sujet pour aujourd'hui, mon intervention ce matin, j'ai un seul point, une seule proposition forte pour vous tous dans cette salle. Je veux créer un rapport AfricaCert sur la question de cybersécurité, la situation, etc. Et dans ma présentation, je voudrais expliquer pourquoi ce type de rapport serait très utile pour tout
pour toute organisation dans cette région et pourquoi c'est profitable à la communauté mondiale aussi. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Ah, lequel? OK. High-tech, merci. Très rapidement, mon nom est Spaki, je travaille pour Japan 7 depuis 8 ans. Je fais la réponse aux incidents et beaucoup d'autres choses. Moi et l'Afrique, depuis Afrique 13 à Joburg, JP7 a été impliqué dans toutes les formations en tant qu'instructeur. J'ai donc une compréhension générale de la façon dont cette communauté a grandi jusqu'à ce stade auquel il est à présent. En Afrique, nous avons Africa CERT et de nombreux autres CERT dans chaque pays. Mais permettez que je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup d'autres organisations, sociétés régionales et mondiales. Par exemple, en Asie, nous avons CareCert et JP7. Mais nous pensons que la coopération régionale est très importante. Alors, nous avons renforcé, nous avons identifié les incidents qui n'affectent que l'Asie. Alors, il y a un besoin pour nous de partager ces informations avec nos partenaires régionaux. Alors, c'est pour cela que nous avons un sous-régional, un épisode sous-régional. Nous l'avons établi il y a plus d'une décennie. Donc, nous avons aussi un CERT en Amérique du Nord. Dans les îles Pacifiques aussi, il y a un CERT. Et en Europe, il y a quelques groupes qui essaient de se réunir et, bien sûr, OIC CERT, c'est une alliance de 6 CERT, de membres, d'organisations membres de différents pays. Donc, c'est à peu près la même chose que vous ne savez pas trop ce que fait EPICERT. Les gens en Asie-Pacifique pourraient ne pas bien comprendre ce que Africa CERT fait, qu'est-ce que Africa CERT a changé et comment Africa CERT peut soutenir, aider, ou comment EPICERT peut aider, soutenir Africa CERT. Donc voilà un programme de base. Et entre-temps, je pense que la demande de coopération interrégionale est émergente ces jours-ci. Considérant cela, la cybersécurité était auparavant gérée par les ingénieurs comme moi, mais finalement, c'est devenu une question de politique. Alors, les diplomates, les politiciens ont commencé à en parler de cybersécurité, ne sachant pas ce que c'est que SSL et les autres choses techniques. Mais c'est vrai. Les incidents en Estonie, le cas Snowden récemment, les problèmes en Estonie, tous ces événements majeurs nous font penser que maintenant, il est difficile de faire confiance aux voisins. On pourrait se dire que la personne assise à côté de moi pourrait attaquer mon réseau. Est-ce que nous pouvons partager toutes les informations avec des partenaires étrangers? Je ne sais pas. Mais nous sommes devenus sceptiques. Nous nous sentons en insécurité.
par rapport au partage des informations sécuritaires avec d'autres pays ou d'autres nations. Donc, certaines personnes disent, oh, c'est la saison, c'est l'âge du cyberconflit, de la cyberguerre, je ne sais pas. Mais considérons toutes ces tensions qui s'accroissent. Par exemple, aux Nations Unies, il y a une réunion de décideurs de très haut niveau. Au niveau des Nations Unies, ils ont convoqué une réunion d'experts nationaux sur la cybersécurité. Et je crois que l'Afrique du Sud a participé à cette réunion. Et à partir des 3 réunions qui ont eu lieu aux Nations Unies, le résultat essentiel, c'est les 3 points d'action dans ma diapo. Et il a été question de discuter de normes. Mais les normes, ce n'est pas un traité, mais c'est davantage comme un code de conduite ou la déontologie au niveau du cyberespace. Et nous devons élaborer nous devons discuter de ce type de documents au niveau international. Et deuxièmement, nous devons prendre des mesures de renforcement de la confiance. Cette expression est venue non pas du domaine de la cybersécurité, mais le renforcement, la construction de la confiance est la prise d'un certain nombre de mesures pour ne pas aggraver la situation par manque de communication, par manque de confiance entre 2 nations. Alors, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, comme le professeur l'a mentionné, est le renforcement des capacités pour les pays en développement. Donc, je pense que la vision, maintenant, c'est la collaboration des CSIRT, qui peut être vue comme une mesure importante sur le deuxième point qui concerne le renforcement de la confiance. Et les experts s'attendent à ce que dans les années à venir, les CSIRT travaillent à ces mesures de renforcement de la confiance au niveau du cyberespace. Donc ça, c'est une demande qui existe là dehors. Maintenant, ayant travaillé pendant des années au renforcement des capacités au niveau des CSIRT, hier, je me suis souvenu, j'ai repassé en mémoire les choses et je me suis demandé quels sont les grands succès de CSIRT. Est-ce que c'est le budget? Est-ce que c'est les équipements? Ou bien est-ce que c'est l'autorité pour appliquer les mesures de sécurité au niveau de la communauté? Je pense, ma réponse c'est vraiment le personnel, les gens qui ont suffisamment de capacité et de connaissances pour mener des actions au niveau des instances de cybersécurité. Nous devons former les gens de telle sorte qu'ils puissent stabiliser les opérations de CSIRT. Et alors, je voudrais vous demander, si vous voulez gérer quelque chose, quelle serait la meilleure façon de maîtriser ou de gérer cette chose? Si vous voulez gérer, par exemple, un programme, comment étudier la programmation? En faisant la programmation, pas en lisant des livres, pas en écoutant des experts de programmation. Ce sont aussi là des sources d'informations riches et des raccourcis intéressants pour atteindre certains points. Cependant, la meilleure façon de faire, de gérer, c'est en faisant, c'est de mener des actions personnelles. C'est la meilleure façon de gérer ou d'étudier
de nouveaux sujets. Alors, pour le CSUT, si cette théorie de la pratique s'applique au CSUT, la meilleure façon d'amener le CSUT à la prochaine étape, c'est d'amener autant que possible les incidents, les rapports, les problèmes à votre communauté. Le CSUT s'accroirait ainsi. Donc, c'est ici la spirale du succès pour le CSUT. Plus on a d'incidents, votre personnel reconnaît les situations qui arrivent et votre personnel sera formé à travers la gestion des incidents réels. Et cela vous aidera à établir la réputation de votre organisation. Et cela pourrait vous attirer du budget supplémentaire. Par exemple, le CSUT nigérian a une très bonne réputation et j'ai même entendu dire qu'ils sont très utiles et ils ont aidé la Banque du Nigeria très bien. Alors, la Banque du Nigeria leur a loué un budget pour l'année prochaine et ça peut aider. Alors, avec le budget supplémentaire, l'équipe peut prendre de l'importance en termes d'infrastructure et vous pouvez gérer davantage d'incidents. Donc, c'est le cycle du succès. Donc, avoir davantage d'incidents est la première tâche pour nous. Donc, comment commencer? La majorité d'entre vous assis ici dans cette salle, je ne sais pas si vous avez commencé vos opérations CSUT déjà ou pas, mais je crois que vous n'aviez pas beaucoup d'incidents de l'extérieur de votre pays. La vérité, c'est que il y a plusieurs données. Par exemple, il y a beaucoup d'ordinateurs infectés dans ce pays. Bien sûr, et tous ces experts ont du mal à dire, par exemple, qui est responsable en Côte d'Ivoire, ou en Afrique du Sud, ou en Tanzanie. Alors, la raison pour laquelle je propose de créer le rapport AfricaCert 2013, c'est que, à travers cela, vous serez capable de rendre visibles vos activités CSUT pour la communauté internationale. Donc, en le faisant, vous pourriez avoir davantage d'incidents. Deuxièmement, vous pourrez montrer vos avancées autant à la communauté internationale qu'à vos gouvernants locaux. Alors, vous pourrez aussi apprendre des pays voisins du vôtre. Il pourrait y avoir des contraintes régionales et vous pouvez apprendre des pays voisins du vôtre. Vous pouvez davantage apprendre d'eux que du Japon, par exemple. Et au bas de la diapo, vous avez d'autres possibilités. J'ai séparé ce qui est fondamental et ce qui est conjoncturel, ce qui est lié à votre situation. Vous pouvez, par exemple, remplir des formulaires concernant les coordonnées de CSUT. Et aussi, si vous avez du temps ou des ressources pour faire la deuxième portion, la deuxième portion qui concerne les situations, quelles sont les tendances sécuritaires dans votre région, par exemple? Quelles sont les activités CSUT au cours des 12 derniers mois, les plans pour l'exercice prochain? Je pense
des grands bailleurs de fonds mondiaux comme la Banque mondiale, la Banque asiatique, les agences de coopération internationale sont prêtes à financer des activités dans cette région, en particulier en ce qui concerne la sécurité. Je peux dire qu'ils cherchent même des opportunités de collaborer en Afrique. Avec ce rapport, vous pourrez donc indiquer si vous voulez soutenir votre pays ou si la communauté internationale ou les grands bailleurs de fonds veulent soutenir votre pays. C'est un canal de collaboration. Donc, avec la publication de ce rapport, je pense que vous aurez plus d'incidents et les opérations seront plus stables et vous aurez davantage de ressources pour développer vos équipes, etc. Et je pense vraiment que publier ce type de rapport est une première étape pour votre prochaine étape. Soit dit en passant, nous avons le rapport Episode sur notre site web. Donc, mon idée du rapport Africa Cert est venue de notre expérience du travail sur le rapport Episode au cours des dernières années. Alors, si vous voulez voir ce rapport, visitez notre site web. OK, le calendrier, le chronogramme possible. Je voudrais établir le comité éditorial aujourd'hui même et commencer le travail demain. Mais pas de précipitation. Je peux discuter du chronogramme plus tard. Alors, merci beaucoup et j'apprécie vraiment vos commentaires, vos opinions sont les bienvenues et vos idées éventuelles de collaboration sur ce rapport. Je suis très heureux de pouvoir travailler avec cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Spacky. À la fin. OK. Si vous regardez un peu le programme, on a fait une petite modification du programme pour pouvoir rester dans le temps, mais on va essayer de rattraper. Donc, je vais passer la parole au professeur Benoît Morel pour nous donner sa présentation. Professeur. Alors, je laisse le professeur Benoît Morel se présenter. First, you can call me Benoît. So I'm a professor in United States. Premièrement, vous pouvez m'appeler Benoît. Deuxièmement, je suis un citoyen français de naissance. Je suis né à Paris, mais je suis naturalisé américain. Je suis citoyen américain maintenant, par adoption. Je vis aux États-Unis. Je suis très heureux d'être ici, sur le même podium, avec ces éminentes personnalités. Et je voudrais dire que j'admire le professeur qui est ici. Quelque chose qui n'a pas été dit à son propos, c'est qu'il est aussi diplomate. C'est un diplomate ghanéen. Je voudrais dire aussi, j'ai apprécié les interventions avant la mienne, en particulier celle de Spacky. Spacky semble être habité par la même préoccupation que moi. Comment faire d'Africa Cert? Comment faire avancer Africa Cert? Il a mentionné Episode. Il n'était pas ici hier quand j'ai parlé de cela, mais je pense que Episode est un modèle excellent pour Africa Cert. Je veux mettre l'accent aussi sur la dimension professionnelle. Le besoin pour l'Afrique d'être aussi autonome que possible dans son processus. L'idée de cette présentation, c'est de rappeler que
le problème de la cybersécurité qui ne faisait pas partie du plan de création initiale de l'Internet est devenu quelque chose qui affecte l'économie Internet. Et le problème concerne les infrastructures autant que les ordinateurs, mais l'Afrique pourra rattraper le retard parce que de nouvelles choses sont en train d'être introduites en Afrique très rapidement, mais la cybersécurité n'est pas encore bien comprise. Je voudrais concentrer mon intervention sur l'Afrique. L'Afrique est un continent très divers. Si vous prenez par exemple l'Éthiopie, Addis Abeba est considérée comme une plaque tournante. Tous les vols passent par Addis, par exemple, pour aller ailleurs. L'Union africaine est basée là-bas. Mais le taux de pénétration d'Internet est très bas là-bas, 1,1. Au Mali, par exemple, la France a visité récemment le Mali militairement. Le Mali a 2,7 de taux de pénétration. Et le Nigeria est très intéressant pour nous. Il a une population très importante et le taux de pénétration est plus important. La cybersécurité semble être un réel défi au Nigeria et c'est intellectuellement un exemple très intéressant. J'ai pris ces pays des statistiques mondiales sur l'Internet et vous voyez la variété. Le Maroc, qui n'est pas visible ici, a un taux de pénétration très élevé. Facebook est très présent en Afrique et c'est intéressant de voir que beaucoup de gens naviguent sur Facebook. C'est un indicateur de quelque chose d'intéressant. Le reste de l'Afrique est ici. Il y a beaucoup de pays en Afrique et quand les jeunes aujourd'hui, l'Afrique a aujourd'hui le taux de croissance démographique le plus élevé dans le monde et le taux de pénétration de l'Internet en Afrique est aussi en croissance. Pour ceux qui étaient ici hier, nous avons parlé de la latence en Afrique. L'Afrique a davantage à faire sur ses infrastructures Internet, mais plus on se connecte, plus on a d'effets sur les questions de cybersécurité. L'Afrique doit se préoccuper de la question de cybersécurité. Toutes ces différences et cette diversité africaine présentent aussi un défi pour Africa CERT. Si vous prenez individuellement ces nations pour faire quelque chose sur leur cybersécurité, on pourrait avoir à attendre très longtemps. Le reste du monde nous regarde. Alors Jean-Robert peut rendre témoignage de cela. Quand il s'agit pour la communauté internationale d'interagir avec l'Afrique, les gens se demandent c'est quoi Africa CERT? Est-ce que c'est l'interface entre l'Afrique et le reste du monde? Et Jean-Robert passe le temps à expliquer ces choses. Et je pense que ce que le reste de l'Afrique peut faire, c'est d'aider. Et potentiellement, Africa, quel que soit ce que les gens pourraient dire, je dois dire que j'admire Africa CERT et Africa CERT est en pleine croissance. Je ne crois pas qu'il soit réaliste de laisser Africa CERT seul faire tout le travail. Nous devons accélérer le mécanisme par lequel la cybersécurité s'améliore sur ce continent. Comme nous sommes en retard, je ne veux pas répéter nécessairement tout ce qui est écrit sur mes diapos, ce qui n'est pas intéressant de toute façon, mais la diapositive est ici pour souligner l'importance de ça. Ce sur quoi je voudrais m'appesantir ici, c'est comment Africa CERT pourrait
avancer de son point actuel à une prochaine étape bien meilleure. AfricaCert est trop, en fait, basé sur le travail bénévole. Il faudra peut-être envisager un bureau et une équipe permanente, une sorte de financement et de fonctionnement indépendant parce que c'est important, surtout eu égard à ce que l'organisation doit faire maintenant. Ça doit être une organisation où en Afrique, vous savez, en Afrique, il n'y a pas de variété, non seulement au niveau de la population, de la pénétration Internet, mais même au niveau de la cybersécurité, il y a une diversité. Donc, AfricaCert devrait être le point de rencontre et de ralliement où les gens s'entraident, où les pays s'entraident. Et les interactions entre les pays pourraient être ainsi facilitées avec le reste du monde. Et là, à nouveau, je pense si on regarde Epicert et Sparky en a parlé, nous sommes très impressionnés par le rôle de leader que Epicert a joué dans l'établissement de la cybersécurité en Asie en général. C'est très exemplaire. Mais le modèle de souscription des membres d'Epicert est assez complexe. AfricaCert doit être ouvert à tous les pays, mais comme dans les économies communistes, certains pays seront plus égaux que d'autres. Donc, je pense qu'il y a une difficulté là, mais cette difficulté devrait être abordée maintenant. Souvenez-vous, ce n'est pas seulement pour l'Afrique, c'est pour l'Afrique naturellement, mais le reste du monde a de l'intérêt pour cela. Le reste du monde ne veut pas que l'Afrique soit le paradis de la cybercriminalité. Quand les attaques vont d'un point à un autre, ça passe par toutes sortes d'intermédiaires. Ça peut venir de l'Argentine ou de la Corée à un certain point, et puis il y a un point de contact et les gens font le suivi du trafic. Et les gens peuvent dire, ah oui, ces paquets sont venus de tel autre endroit. Et quand on va à différents pays qui ne font pas partie du réseau, qui n'ont pas les infrastructures pour vous aider, qui n'ont pas les infrastructures de traçage, c'est très difficile de repérer les attaques à distance, par exemple. Il y a aussi le fait que la cybercriminalité n'est pas le monopole de l'Afrique. Il y a plusieurs autres pays qui, pour des raisons économiques, utilisent des logiciels piratés ou des systèmes piratés. Et ça, c'est une question de cybersécurité parce que les systèmes et les logiciels piratés ne sont pas mis à jour. Ils sont très enclins aux infections et au piratage. Et ça devient une nouvelle menace pour le reste du monde. Et c'est pour cela que nous devons améliorer la situation en Afrique. Mais pour les Africains eux-mêmes, il y a un intérêt. En particulier les États-Unis, après la crise financière de 2008, plusieurs entreprises ont dû sortir des États-Unis parce que les taux d'intérêt étaient très bas. Et c'était intéressant, par exemple, de venir en Afrique, mais le niveau de cybersécurité n'est pas aussi élevé qu'il devait être. Alors, cela peut empêcher les gens de venir ici et ils choisissent d'aller ailleurs. Alors, c'est dans l'intérêt de l'Afrique d'opérer à un certain niveau de cybersécurité qui est comparable à ce que les gens trouvent ailleurs. Le rêve des entrepreneurs ou des affaires à Kigali, où je l'ai vu, ou à N'Djamena, par exemple, il y a des endroits où si vous développez le sentiment que la cybersécurité est prise au sérieux, cela peut attirer. Qu'est-ce que FIRST? FIRST a été mentionné déjà, donc pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas ce que c'est que FIRST, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais vous voyez les espaces verts là, c'est là qu'il y a des certs qui appartiennent au FIRST, et cela
indique un niveau de crédibilité qui rend les CERT éligibles au FIRST. Mais vous voyez que l'Afrique est clairement le continent où les CERT sont très peu nombreux à appartenir au FIRST. On a l'Égypte, la Tunisie, un pionnier sur ce continent, le Maroc et l'Afrique du Sud. Vous pouvez noter, si vous avez de bons yeux aussi, qu'il y a un CERT qui appartient au FIRST. Mais dans l'ensemble, nous voyons que l'Arabie saoudite, par exemple, n'a pas de CERT. Donc, c'est une bonne cible pour les attaques. Leur travail, leur secteur pétrolier et gazier sont exposés. Mais en Afrique, vous voyez que c'est très clair et il y a du travail pour améliorer la situation. Et l'Afrique peut faciliter les choses et nous pouvons développer des liens. Il y a des liaisons entre différentes organisations. Et qui est la liaison entre Africa CERT et FIRST? C'est Jean Robert. Donc, c'est comme un point de représentation. L'ambassadeur de la cybersécurité pour le reste du monde, ce que représente Africa CERT. C'est aussi un travail à plein temps que de faire ça. Alors, quelle serait la prochaine étape et quelle est la place d'Africa CERT dans tout cela? Ce que nous voudrions, c'est que aussi vite que possible, des CERT soient mises en place dans autant de pays africains que possible. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de très grande différence entre CERT et CERT. Peut-être que les universités en ont fait une marque déposée, mais CERT, c'est équipe de réponse d'urgence aux incidents informatiques. Il s'agit de faire face aux situations particulières dans chaque pays. Et nous voulons développer des entrepôts d'information où les acteurs clés dans le pays peuvent se retrouver, partager les idées, engager des initiatives en termes de cybersécurité. Considérons que chaque pays, dans une certaine mesure, est un cas particulier. Il est donc bon d'avoir des institutions spécifiques pour s'ajuster, s'adapter aux conditions culturelles, politiques spécifiques des pays. Et les experts qui sont là dans chaque pays sont les points de contact naturels quand les autres pays veulent se connecter. Donc, quand vous prenez votre téléphone et vous voulez parler à quelqu'un qui comprend le sujet, ces 7 nationaux devraient jouer ce rôle de point de contact. Bien qu'on puisse être dogmatique sur la façon dont les choses devraient être organisées. Mais je pense que c'est là la bonne chose à faire. Donc la question est maintenant comment faire cela et comment Africa CERT peut aider à cela. Africa CERT est le lieu où il faut réunir, rassembler toute cette énergie et toute cette expertise. Ceci est ma dernière diapo et c'est une bonne nouvelle pour vous, mais elle est importante cette diapo. Comment faire cela? Jusqu'ici, Africa CERT, le système est en train de se développer et vu le fait que les pays comme le Japon et la Corée sont généreux parce que gratuitement, ils donnent des tutoriels. Il y a un manque de ressources. Je sais qu'officiellement, les Nations Unies ont suggéré que nous fassions quelque chose, mettre de côté des ressources pour aider l'Afrique, entre autres, pour renforcer la culture de la cybersécurité. Mais il y a le fait que les gens opèrent à un niveau inférieur même aux ressources disponibles actuellement. Donc, nous bénéficions de la générosité de pays comme la Corée et le Japon, mais il y a quelque chose de plus que nous devons faire. Et deuxièmement, il y a quelque chose que Spaki a fait. Comment vous apprenez à faire des choses, a-t-il demandé.
Et c'est ce qui est écrit sur ma dernière diapo. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre en faisant. Depuis mon passage en Tunisie, la façon dont la Tunisie a développé son CERT, un pionnier en Afrique, c'est le premier CERT africain à avoir appartenu au FIRST. Ils se sont organisés autour d'un outil open source qu'ils ont développé eux-mêmes et ils ont établi le réseau et à travers le web, ils ont vu la situation dans leur réseau. La Tunisie, c'est pas le Nigeria, c'est un petit pays. Les choses qui sont possibles là-bas sont pas forcément possibles ailleurs. Mais quand vous mettez un opérateur en face d'un outil comme ça qui lui permet de voir tout le réseau, il se dit, c'est comme Noël. Donc, il cerne la limite de son problème. Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui ne peut pas arriver? Qu'est-ce qui peut être identifié très rapidement en termes de menaces, etc. Je suggère donc qu'outre ce rapport dont Spaki a parlé et avec lequel je suis pleinement d'accord, et je suggère qu'il soit un rapport annuel parce qu'il permet aux gens d'être honnêtes sur les choses et permettre au reste du monde de savoir ce qui se passe. EPICERT, le rapport EPICERT a un impact positif. Les gens pensent parfois que même en Europe, c'est pas aussi bien coordonné. Même l'agence qui rend les rapports, qui soumet les rapports à la commission, n'est pas bien coordonné. Mais EPICERT, c'est très différent et l'Afrique doit copier ce modèle et on peut apprendre de cela. Et cela aide les gens à réfléchir davantage. Il y a un outil là qui s'appelle Sahel, l'outil qu'ils ont en Tunisie. Et les Tunisiens seraient très heureux de partager. C'est open source. Il faut apprendre à gérer cet outil. Les gens apprennent vite partout en Afrique. Mais ça fait une différence de gérer cela. Donc, il y a beaucoup de pays en Afrique qui n'ont pas encore de CERT. Les gens s'appuient sur l'expertise technique, c'est bien. Sans cela, on est mort. Mais on doit aussi avoir cela qui existe et apporter cet outil comme ça. Peut-être JPCERT peut aider ici. Le Japon a un modèle différent. Mais donner ces outils à ces CERT pour que ces CERT commencent, je pense que nous allons voir une croissance très, très rapide, extrêmement rapide. Ayant dit cela, je vous remercie pour votre attention.